l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 2 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, le débat du jour, la mêlée est-elle l'arme fatale de l'ASM ? Eh bien, nous en discuterons aujourd'hui avec Christophe Buron, Fred Vernat et Jean-François Nunez, journalistes au service des sports de la montagne. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Bonjour. La forme ? Bonjour à vous. Bienvenue Christophe. Merci. Après le débat, nous découvrirons vos tops et vos flops avant de terminer avec notre quiz. Il faudra deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Mais pour commencer, les 3 infos essentielles ou pas. La première, elle concerne un ancien joueur de l'ASM qui a réalisé un gros coup à la tête de la sélection argentine ce week-end. Je veux bien évidemment parler de Mario Ledesma qui a mené ses joueurs à la victoire face à l'Australie. Les Pumas se sont imposés face aux Wallabies 23-19 lors de la 4e journée du Rugby Championship. Il y en a un des 3 qui a vu le match ou pas ? Oui. J'ai vu le match, mais j'en parle pas parce que c'est mon top de fin d'émission. D'accord, eh bien on le garde pour tout à l'heure, alors parfait. J'en parlerai pas, j'étais sur la route. Direction pour aller à Pau, effectivement. La deuxième info, elle concerne le rugby féminin. Le championnat élite a débuté ce week-end, un championnat qui fait sa révolution cette année. Jusque-là, la compétition mettait aux prises 8 clubs, dont l'ASM Romagna. Cette année, place au top 16, décision de la Fédération française de rugby. Alors on sait que certains dirigeants de clubs n'apprécient pas vraiment ce changement. Christophe, il craigne notamment une différence de niveau entre les clubs qui faisaient partie de l'élite la saison dernière et ceux qui arrivent. Qui était déjà existante, la différence de niveau. Tout à fait, mais c'est quand même une première de retourner. Enfin, le rugby faisait plutôt sa révolution en rétrécissant l'élite et en allant vers là, c'est championnat. L'inverse. Là, ils ont un peu fait l'inverse. Du coup, c'est vrai qu'on va assister à des scores un peu fleuves, on l'a vu hier. D'ailleurs, je fais Fabrice Rebérol, je ferai une photo du classement de ce matin oui, puisque du championnat féminin. On va rappeler que l'ASM Romagna a premier, battu Montpellier Rouen. deuxième. Je pense pas que ça dure longtemps. Et a battu Rouen 45-0. Ça sera un championnat à 3 vitesses, avec ceux qui vont lutter pour le titre, Montpellier, Lille, après peut-être Rennes, après le reste du wagon, dont Romagna, et puis les promus qui découvrent et qui prennent cher pour leur premier pas. Allez, on termine avec une 3e et dernière info. Elle concerne un ancien All Black qui a intégré le staff de la section paloise, dernier adversaire en date de l'ASM. Il s'agit de Conrad Smith. Et alors, sachez que le 9 septembre dernier, l'ancien Black a couru le marathon du Médoc. Et il a terminé 655e sur près de 8000 concurrents. Il a couru les 42 km en 4 heures 33 minutes et 49 secondes, le tout déguisé en canard. Donc moi je voulais savoir, Jeff, si tu pratiquais le marathon. Alors c'est un tout petit peu moins rapide que Kipchoge qui a battu le record du monde du marathon hier à Berlin. 2h01, c'est ça ? En 2h01 et 39 secondes, mais après en taux d'alcoolémie je crois qu'il est largement meilleur. Mais c'est peut-être un hommage à l'ASM avec son jaune poussin. Ah oui, c'est vrai qu'il était... Ouais, on l'a vu sur Twitter, c'était du jaune poussin. Un Néo-Zélandais qui fait... Il aurait pu faire le marathon d'éleveur de coude, qui est une épreuve chère à un confrère à nous, il s'appelle Jean Cormier. Il fallait faire 42 bistrots dans la ville de Paris. Pour un Néo-Zélandais, il aurait pu tenir le son barathon, le barathon de d'éleveur de coude. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. C'est maintenant l'heure du débat. Le débat du jour qui porte donc sur la mêlée qui a été étincelante samedi face à la section paloise. La mêlée est-elle l'arme fatale de l'ASM ? Oui ou non ? Christophe, tu commences, ton sentiment. L'arme fatale, je vais dire non, en apportant des bémols. C'est clair que la mêlée, c'est un peu aujourd'hui le fonds de commerce de cette équipe. Ça l'était déjà l'année dernière, c'est un des rares secteurs qui a fonctionné sur cette saison désastreuse que l'on est en passe d'oublier. On voit l'ASM a fini 9e, on le rappelle. Voilà, on voit que sur la continuité, l'ASM a gardé le curseur à un niveau dans ce domaine qui est quand même très très élevé. Depuis le début de saison, la mêlée est dominatrice. Il faut, à mon avis, vanter le boulot fait par Didier Besse, par la qualité aussi des joueurs. Mais surtout le boulot de Didier, qui est un puriste, qui est un technicien, il doit rêver de mêler la nuit, c'est pas possible, parce que... donc, on voit la différence, d'ailleurs, qu'il est là. Ouais, on voit la différence et tout. Et c'est vrai... Alors c'est devenu vraiment un truc sur lequel ils peuvent s'appuyer. On l'a vu encore, elle a été plus que prépondérante et décisive à Pau. Après, je mettrais un petit bémol parce que il y a eu beaucoup de mêlées dans ce match. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'en avant.
Et il y a des matchs où ça va être beaucoup plus maîtrisé techniquement de part et d'autre, de par les deux côtés. Et là, il y aura moins de mêlées. Donc c'est vrai que c'est pas la rampe de lancement qui est aujourd'hui prioritaire dans les équipes. On le sait, c'est plutôt la touche. Et donc... Quand même. Pour moi, ça peut pas être l'arme fatale. Quoi. Sauf que là, la touche, elle est plutôt déficiente quand même. Du coup, elle est déficiente. Donc ça a largement compensé, mais je le répète, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de mêlées. Il y a des matchs, je crois que contre le Stade Français, on a attendu, je sais plus, peut-être les 10 dernières minutes avant de voir une mêlée. Il y a des matchs où il n'y a pas de mêlée, donc ça sert à rien d'avoir une grosse mêlée s'il n'y en a pas dans le match, ou quasiment pas. Fred, arme fatale ou pas? Pour moi, oui. Alors, on va être d'accord. Au final, on est d'accord. J'ai l'impression, malgré tout, avec Christophe. Je dis oui, toi, tu dis non. Mais l'arme fatale, c'est évidemment la ligne de 3/4 de l'ASM. Ce jeu de mouvement fait de vitesse, de passe. Sauf que pour le mettre en place, il faut quand même des rampes de lancement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. La touche en est évidemment un. La mêlée en est un autre. Bah, c'est ce que disait Morgan Parra. C'est quand même plus pratique quand les gros avancent. Complètement. Et les gros avancent quand même depuis 2-3 saisons, depuis quasiment l'arrivée. Ils peuvent avancer dans d'autres secteurs que la mêlée. C'est sûr, sauf que on l'a bien vu dans ces matchs difficiles, et il y en aura certainement d'autres, où le jeu de passe est un peu déficient. On se repose sur quoi? C'est la base. La base, c'est la mêlée. Nos scrum, nos wins, disaient nos amis anglais. Pas anglais, non, je m'inscris en faux. Collègue à moi, ancien, qui a vécu ça de très près à cette époque, c'est Jacques Fourou qui a inventé cette expression. Donc, qui a été repris. Nos scrum, no win. Nos scrum, no win. Avec, with the accent. C'est ça. Jeff, tu t'endormais là. Alors, pas du tout. Viens pas du tout. t'incruster dans le Pour débat. une fois qu'il parle pas. J'ai bu les paroles de Christophe et je me suis délecté de celles de Fred. Pour moi, non, l'arme fatale de l'ASM, la mêlée, on va dire, ça sert en seconde lame. Mais c'est le jeu. C'est le jeu que veut mettre en place Franck Azema. C'est du jeu debout, c'est du jeu de vitesse, c'est du jeu de passe, c'est du jeu de déplacement. La mêlée vient en renfort, en supplément de tout cela. C'est pas l'arme numéro 1 ni l'arme fatale. C'est une solution de repli. C'est un plan B, par exemple. Exactement comme samedi. Samedi, il y a eu beaucoup de déchets. On n'a pas pu mettre en place ce jeu qui a permis de déborder, que ce soit le Racing, le Stade Français ou Agen lors des 3 premières journées. On s'est reposé sur quoi? Sur quelque chose qui est plus facilement maîtrisable et sur lequel on peut être moins pris par l'adversaire. Et ça a été le cas sur les mêlées. Je crois qu'il y a eu 5 pénalités acquises sur des mêlés. Oui, c'est ça. Alors je dis pas que toutes. 9 points marqués. 9 points, voilà. Ouais. Ça veut pas dire. Oui, mais au-delà des points que tu peux marquer sur ces pénalités qui te sont données, tu marques l'adversaire d'abord. Tu marques physiquement de l'adversaire. C'est aussi une bouffée d'oxygène et une bouffée d'air si jamais tu as des mêlées défensives à 5 mètres de ta ligne. Et puis c'est des occasions. Bon, on n'a pas trop vu d'essais de pénalité sur des mêlées enfoncées depuis le début de cette saison, mais c'est aussi une arme qui permet de marquer maintenant. Et mieux vaut avoir cette arme dans son arsenal que d'avoir les pétoches dès qu'on a une mêlée à 5. Mais je reviens quand même sur le fait que l'arme fatale de l'ASM, c'est son jeu global, son jeu complet. Parce qu'elle a, que ça soit du 1 au 15, de très très bons joueurs capables de mettre en place ce que Franck Azema, Bernard Gouta et Xavier Sadourny travaillent depuis déjà des années. Un point qui va nous mettre d'accord aussi, c'est que la mêlée, c'est quand même le baromètre aussi de l'état d'esprit, j'allais dire, de l'intensité de l'équipe sur tel ou tel match. Je suis pas tout à fait d'accord, il n'y a qu'à voir l'année dernière. La mêlée a fonctionné l'année dernière. Et les gars n'avaient pas mis le curseur de l'engagement et de l'agressivité. J'ai souvenir d'un match, pour appuyer ce que tu dis, une seule fois, à la limite, un match contre Toulouse à domicile, il y a 2 saisons. Ah, mais là, tu parles d'il y a 2 saisons, c'était l'année du titre, c'était pas pareil. Où là l'ASM avait beaucoup souffert en mêlée, ils avaient gagné quand même, c'était miraculeux. Non, et puis, de toute façon, avant de pouvoir juger et dire si la mêlée de l'ASM, si cette mêlée, est-ce qu'elle est l'arme fatale de l'ASM, on va attendre d'avoir vu au moins toutes les équipes face aux Clermontois. Hein. On parlait de Toulouse, en effet, qui est redoutable dans ce secteur, mais il y a aussi Castres, il y a aussi le Racing, on l'a vu, mais Montpellier, il y a encore des adversaires affrontés dans ce domaine. Et puis, c'est tellement fin, c'est tellement pointilleux, c'est pas Didier Besse qui me contredira, mais il y a une question d'alchimie dans la mêlée. Et pour l'instant, cette alchimie, elle est excellente, mais peut-être que dès qu'il y aura
un ou deux petits grains qui vont s'immiscer dans les rouages, ça va peut-être un tout petit peu moins bien marcher. D'ailleurs, Jeff, je sais que tu es un cinéphile. On parlait d'Armes Fatales. Rendons hommage quand même au Mel Gibson de la mêlée. C'est Rabah Slimani qui est quand même, qui est quand même monstrueux dans cette phase de jeu. Même s'il est montré du doigt une fois encore samedi sur la liaison, sur sa roublardise, c'était une manière très polie et politiquement correcte pour dire qu'il triche, quoi. Enfin, triche. Mais là, je ne m'aventurerai pas sur ce débat. Je n'ai pas dit que Rabah Slimani trichait, mais ses adversaires ont tendance à dire qu'il est très roublard. Mais je crois que ça vient en fait de son physique. Il est pas très grand, d'après ce que j'ai compris. Il a des petits bras, des gros bras, mais pas très longs. Donc il a gros sur mais petits. Il a sur les liaisons une attitude un peu particulière, des postures qui. D'ailleurs, les arbitres à l'échelon international le ciblent régulièrement parce que beaucoup d'entraîneurs s'en plaignent. Alors, qu'est-ce qui fait la force de la mêlée clermontoise ? Tu parlais tout à l'heure du travail de Didier Besse. Je crois qu'il est arrivé en 2015 comme consultant. Un peu plus tard, je crois, non je crois à la saison 2015-2016. Ouais. Il y a vraiment une incidence sur la mêlée clermontoise. Tout à fait, c'est un travail très spécifique. Alors, c'est très très compliqué. Dès que vous dépassez d'ailleurs le stade de la deuxième ligne, plus personne ne vous parle de la mêlée parce qu'ils disent c'est des secrets à eux, on ne comprend rien. Mais je pense que Didier Besse les fait travailler, oui, sur tout ce qui concerne ce secteur, les appuis, les positions. Donnée importante à prendre en compte, c'est l'arbitrage aussi qui est essentiel dans cette phase de jeu. Il n'y a un gros travail dans la semaine d'adaptation à l'arbitre qui va tenir le sifflet ce jour-là, notamment sur les entrées en mêlée, sur la façon de se lier, de pousser. Enfin bon, il y a tout un tas de... Mais après la mêlée, je voudrais dire quand même quelque chose. J'ai toujours en tête ce que m'avait dit un jour Dato Zirakashvili, qui refuse de parler de ça publiquement, c'est-à-dire officiellement dans un journal ou ailleurs, parce qu'il dit c'est tellement fragile, d'un match à l'autre ça peut basculer. On ne sait pas pourquoi. C'est fragile dans la tête. C'est fragile, c'est-à-dire que la solidité d'une mêlée peut être avérée sur 1, 2, 3 matchs, et puis alors on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est ce qu'il dit. Le match suivant, ça ne va pas fonctionner, et là on va prendre des reculés. Je me souviens de ce brave Dato faire un jour bouchon, comme on dit, faire le but. Il a pété au-dessus de la mêlée. On a vu que lui, il y avait une photo extraordinaire d'ailleurs qui avait été prise parce que la mêlée de Toulouse avait enfoncé. Je pense que là, son amour-propre en avait pris un sacré coup. Mais donc lui, bien que spécialiste géorgien, et Dieu sait que les Géorgiens ont des spécialistes dans ce domaine, il reste très prudent quand il s'agit d'évoquer ce secteur particulier. Alors on parlait de Didier Besse, moi je trouve qu'il y a un point qui illustre bien tout son apport, c'est Loni Huila qui quand il est arrivé quand même, on le sait, c'était quand même pas sa spécialité, la mêlée, on peut le dire, c'était un pilier qui était très fort dans le jeu debout. Là, on voit franchement cette saison, alors bon, il s'est aidé aussi par un physique qui s'est affiné, mais il a progressé. Il vient d'un championnat où la mêlée n'a pas la même culture qu'en France ou même qu'en Angleterre. Chez nous, c'est une rampe de lancement. Chez eux, c'est une simple remise en jeu. C'est une remise en jeu chez eux. Nous, c'est plus qu'une rampe de lancement. Nous, c'est un affrontement où il faut marquer l'adversaire et que si on peut lui faire mettre le nez par terre, on n'hésite pas, quoi. Mais on parle du travail de Didier Besse, mais il y a quand même si je dis pas de bêtises, il y a une tradition de la mêlée quand même à l'ASM. On se souvient de l'expression le monstre à 16 pattes. Pas qu'à l'ASM d'ailleurs. C'est une culture du rugby français en général. Toulon dans les années 80-90 qui tapait ces fameux coups d'envoi directement en touche pour avoir une mêlée tout de suite. Et en France, il y a cette culture de la mêlée et ce baromètre du combat qui va se dérouler. C'est le sel de ce sport. Vous prenez les Barbarians, on m'a raconté des anecdotes à ce sujet-là. Les Barbarians, c'est censé représenter la flamboyance du jeu, le rugby d'attaque et tout. Quand ils se réunissent pour boire quelques bonnes bouteilles, ils ne parlent que d'une chose, c'est de mêlée, de combat et de marron et de choses comme ça. La mêlée, c'est un truc qui est particulier dans le rugby, ça le reste, mais surtout en France, c'est vrai. Et quand on parle du Toulousain, du jeu de main des Toulousains, ça a toujours fait marrer, Guy Novès, parce que Guy Novès, il savait que quand il gagnait des titres, notamment dans les années 90, c'est parce que le 5 de devant, quand tu avais Califano, Tournaire, ou même avant les frères Portolan et compagnie, c'est parce qu'ils détruisaient tout le monde, notamment en mêlée. Alors avant de clore ce débat, messieurs, je vais vous demander quand même votre pack idéal, votre 8 de rêve, avec l'effectif
actuelle, bien évidemment. Jeff, tu ouvres le bal. Je m'y colle. Alors, Le pack de bière, le pack idéal, on est d'accord, hein, c'est la mêlée. Hein. Voilà. Mais étant donné que c'est vrai, là, ce que disait Christophe, la mêlée, des fois, en effet, ça s'arrête au 5. On s'arrête à 5 ou on va à 8 comme vous voulez, messieurs. Moi, je... allez, au moins 5. Allez. Vas-y. On peut faire un 5. Oui. Parce que 8, c'est... Ouais. Comme vous. Alors, à gauche, Huila. Ouais, Je pense qu'aujourd'hui, c'est le numéro 1 à ce poste-là, dans les rangs de l'ASM. Au talonnage, parce que j'ai de l'affection pour lui et je trouve que potentiellement, c'est pour moi le meilleur, Ouloudia. Même si dernièrement, il est nettement moins efficace qu'il ne l'a été il y a 2 saisons, je me souviens, où pour moi, il était parti pour devenir le talonneur titulaire et indiscutable. Et il ne confirme pas, c'est dommage. Et l'autre pilier. Et à droite, Zirakashvili. Et en deuxième ligne, je mettrais à droite Vamaina. Qui a fait un gros match face à la section. Et à gauche, Van der Merwe. Parce que dans mon esprit, je mets Ituria 3e lignelle. Voilà. Ok. Fred. Non, il y a pas mal de changements. Non, en fait, il y a pas mal de changements. Non, moi, j'aurais plutôt mis Falgou, curieusement. Étienne Falgou, donc. En pilier gauche, parce que je trouve que sur l'exercice de la mêlée, il reste quand même supérieur à Huila. Je laisserai Kaiser au talonnage. Slimani, je pense qu'il fait l'unanimité à droite. Et Ituria Vamaina, ça me semble être la paire la plus complémentaire, en tout cas. Dans ce pack. Christophe. Donc le 5 de devant idéal, mais pour dans le jeu ou par rapport à la mêlée, parce que comme le thème est la mêlée. Allez, si tu étais entraîneur, voilà. Ouais, ça serait un mixte des deux, moi. Je pense que je garderais à gauche Huila, oui, tout à fait, sur la forme du moment. On peut dire que tout de suite. Pourquoi je triche? Non, il a vraiment progressé dans le secteur de la mêlée et je le trouve beaucoup plus intéressant dans le jeu dynamique. Je garderai confiance à Kaiser aussi, qui pour moi est probablement le plus constant et régulier, et performant à ce poste de talonneur. Bien sûr qu'il est sur la pente déclinante par rapport à son âge, mais je le trouve supérieur à Ulugia qui est un peu décevant, je trouve, pour reprendre ce que disait Jeff. Depuis 2 saisons, c'est malheureux. Il est plus dans le bon tempo, et Beregaray, on attend un peu. J'ai pas du tout aimé son... Alors, si les fils se sont touchés ou quoi, quand il est derrière ce maul qui avance, qui aurait dû finir derrière la ligne, il se détache. Là, c'est un truc incompréhensible. À ce moment-là, j'ai dit, ça y est, c'est la balle de match, c'est le tournant du match, quoi. Bon, il remarque derrière, heureusement qu'il y a eu l'opportunité d'un deuxième ballon porté. Et à droite, confiance au Géorgien Zirakashvili, même si lui aussi, mais en mêlée, c'est tellement la référence que... Mais bon, j'hésite quand même avec Slimani, mais je mettrai quand même Zirakashvili. Et alors en deuxième ligne, peut-être une deuxième ligne. Vamina, bien sûr, parce que tous les piliers droits, notamment celui... Zirakashvili, pour pas le nommer, me dit que le plus gros pousseur, c'est lui, Vamina. Et à gauche, je mettrai Timani, parce que Timani, mine de rien, il prend de la place, il est physique aussi. Et quand il faut marquer l'adversaire... il est là. Et je suis d'accord avec Jeff que Ituria, je le mettrais plutôt au 3e ligne. Eh bien, moi, j'ai un 5 de devant romantique. Fred a un 5 très pragmatique. Christophe a fait le melting pot. Il est pragmato-romantique. C'est ça. Voilà, c'est le mot. Et bien évidemment, vous pouvez réagir sur notre page Facebook à ce pack idéal, cette mêlée idéale. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Vous allez tenter de deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Allez, on commence avec toi, Christophe. Ton top pour commencer. Mon top, ça va être Sébastien Vahamina, qui confirme son début de saison phénoménal. Ce garçon est partout. Lui qui a signé qui a re-signé en plus 3 ans. Qui a signé 3 ans. Qui, en plus, n'a pas répondu aux sirènes. De Montpellier, notamment plus de Verne-Cotter, plutôt. Oui, et puis il y avait cette proposition qu'il a regardée. Il l'a dit dans les colonnes de la montagne qu'il n'y a qu'un truc qui l'intéressait, c'était de bosser avec Verne-Cotter. Mais je crois savoir que le contrat était beaucoup plus important qu'ici. Mais bon, l'argent n'a pas été pas le facteur principal. Comme quoi, l'argent fait pas tout. Voilà. Et puis, depuis ce début de saison, c'est un des rares avec Lopez, je crois, avoir enchaîné 4 titularisations. Il n'y a pas de baisse de régime, au contraire. Ça monte en puissance. Et puis même la saison dernière et celle d'avant, c'est quand même c'est le meilleur deuxième ligne français. Celle d'avant, dommage qu'il ait été blessé. Bon, il n'a pas joué la finale gagnée en 2017, dommage.
Mais c'est vrai que c'est un garçon qui est en train de... qui progresse et qui confirme. C'est la confirmation d'un joueur qui est... Et il n'est pas vieux, on a tendance à l'oublier, Ouais, parce qu'on le voit depuis longtemps. Il va avoir juste 27 ans, là, bientôt. Et puis c'est lui qui, quand même, à travers une percée improbable où il fait 30 mètres avec le ballon, ce qui lui arrive quand même pas souvent, là il crée le désordre qui a foutu la défense de Pau en l'air, alors qu'elle était hyper organisée jusque-là, et qui amène l'essai, juste avant la mi-temps de Grosso, qui permet à l'ASM de ne pas rentrer avec 10 ou je sais pas combien de points. Le tournant du match, d'ailleurs. Le fait d'avoir recollé juste à ce moment-là, c'était très 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 important, et c'est parti de cette percée... avec des crochets, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais oui. Attention. C'est tic-tac. Ça rigole pas. Je me serais fait un genou sur le même crochet. Là, les ligaments, allez hop. Les ligaments croisés. Fred, ton top? Mon top, c'est un Clermontois, mais il n'a pas joué à Pau. Il joue plus du tout, d'ailleurs. C'est Mario Ledesma, on en a parlé tout à l'heure. Je trouve qu'il a un parcours d'entraîneur qui est assez ahurissant. Dès qu'il arrive quelque part, maintenant, on a l'impression que... voilà, ça se remet à gagner. On avait la chatte à Mario. Exactement. Il avait entraîné le pack australien avant de devenir sélectionneur argentin. Ouais. Avec les résultats qu'on a vus pendant cette Coupe du Monde, justement. Il était arrivé à la tête des Jaguars argentins en Super Rugby. On a vu qu'ils ont réussi quelques performances notables, historiques même. Même chose depuis, ça fait combien de temps? 2 mois, 3 mois qu'il a été nommé à la tête des Pumas, qui était moribond, qui avait pris quelques volets par le Pays de Galles notamment. Voilà la tête des Pumas, c'est victoire historique en Australie, victoire contre l'Afrique du Sud, donc 2 victoires en 4 matchs de Four Nations, c'est juste incroyable. Alors c'est un top, mais c'est aussi un flop, parce que du coup j'ai très peur pour la France. C'est inquiétant, pour l'année prochaine. On rappelle que les Argentins sont dans le même groupe que l'équipe de France à la Coupe du Monde. C'est pas une bonne nouvelle pour nos Bleus. C'est pas du tout une ça très va bonne pas être nouvelle. une partie de plaisir. Entre l'Argentine qui a retrouvé des couleurs grâce à Mario, et l'Angleterre qui tout de suite est un petit peu dans le dur, mais qui à mon avis a fixé le Japon avec un point rouge, c'est qu'à le dire, sur fond blanc. Monsieur Jeff, votre top, s'il vous plaît. Mon top, oui. c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Qui a battu les All Blacks, c'est ça? Ah oui, pour sa victoire chez les All Blacks. En Ils plus, ont pas perdu à Lyon. Ah non, pardon. et puis en plus, ils avaient quand même une pression très très forte sur leurs épaules, hein, surtout l'entraîneur, je pense, qui aurait peut-être pu voir sa carrière prendre fin à 1 an de la Coupe du Monde. Mais ils ont été chercher une perf majuscule chez des All Blacks qui sont quand même monstrueux. Alors, est-ce que les All Blacks sont pas un peu blasés de toujours tout gagner tout le temps? Je le crois pas. Ils en laissent de temps en temps. Je crois pas. Ils en perdent un de temps en temps. Je crois pas. Un peu moins bien un jour. Je crois pas. Ouais, ils ont. Mais est-ce que c'est la crise alors chez les Blacks? Ah bah non. Hansen dehors. Voilà. Non. Mais non, il fallait mettre. C'est quand même une performance majuscule, hein, quand on voit le parcours des Blacks depuis des années. Bon, ils concassent tout le monde, faut bien l'avouer. Et s'ils jouent à 100% et non pas à 80% ou avec un tout petit peu moins d'intensité comme que ça n'a été le cas samedi, ils vont gagner. Mais bon, les jours où ils sont un tout petit peu moins bien, il faut être très bon pour les battre. Et c'est ce que les Sudaf ont réussi à faire samedi matin. Et bravo à eux. Voilà. Historiquement, c'est l'Afrique du Sud qui bat le plus souvent les Blacks. Hein. C'est l'adversaire contre lequel la Nouvelle-Zélande compte le plus, le ratio le moins intéressant de victoire. Il faut savoir. Messieurs, on termine avec vos flops. Christophe? Alors mon flop, c'est pour ce brave Mourad Boudjelal. Il y avait longtemps. On n'avait pas parlé du président du RCT. On est à 15 jours dans Clermont-Toulon, donc ça va mettre un peu l'ambiance d'entrée. Non, j'ai trouvé un peu presque pathétique son discours d'après-match. On a vu ça dans les colonnes du confrère L'équipe ce matin. Là, c'est vraiment on sent du dépit, quoi. Il annonce maintenant un truc incroyable, c'est des recrutements qui vont arriver. Un 2e ligne aujourd'hui, un 3e après-demain. Déjà, on a l'impression qu'il ne connaît pas le règlement parce qu'il n'y a pas de mercato. Là, sauf si c'est des jokers médicaux. Il a droit à un joueur supplémentaire. Bon, d'accord, un 2e ligne. Donc déjà, il annonce ça. Donc, pour moi, c'est de la com. C'est pour calmer le bon peuple, j'en sais rien. Ou pour mettre de la pommade, je ne sais pas. Et puis alors, s'en prendre au Stade français en disant que Goscinny était mieux que ce que Dr Wild, nouveau propriétaire du Stade français, en disant qu'Energy c'était mieux que Caprisson, que les jus de fruits, que le jus d'orange. Je trouve ça un peu déplacé. Et puis et dire que finalement c'est lui qui avait encore raison il y a 6 mois quand il a dit qu'on allait vers du rugby de milliardaires avec des stades vides. Ouais. Enfin bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de milliardaires identifiés derrière le RCT.
Mais d'où il a sorti les sous, Monsieur Boudjelal, pour se payer tous les joueurs depuis 10 ans? C'est les éditions du Soleil. Non, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont un peu gratté aussi de ce côté-là. C'est facile en plus, il suffit d'aller voir les registres du commerce et tout. C'était pas une boîte qu'il a vendue, c'est pas la fortune de Lorenzetti, encore moins celle d'Altrad et encore moins celle du Dr Will qui a fait fortune dans le jus d'orange. Donc pour moi, il est en train de. Mais oui, on sent le gars qui est lâché là. Il perd la main. Et puis il est plus maître de la scène, il est plus c'est plus le roi soleil. Donc j'ai trouvé que c'était un discours de dépit un peu. Ouais. Donc ça Et comme toutes les semaines, donc on passe le bonjour à Mourad Boudjelal. Et bonjour Mourad, et à bientôt et bienvenue au Michelin s'il y revient parce que ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu. Ce sera la fin du mois. Je suis pas sûr qu'il vienne d'ailleurs. Et s'il veut rester 24 heures de plus ou 48 heures, il peut venir nous rencontrer ici. On sera très content de l'accueillir. Oui, tout à fait. Fred, ton flop? Mon flop, c'est j'enfonce un peu des portes ouvertes. Tout le monde en parle un petit peu en ce moment. C'est la règle des changements là, qui a été instaurée dans le top 14 cette année. Donc maintenant, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut et prétendre qu'un joueur est blessé. Alors là, on a eu l'illustration ultime avec ce match de l'ASM à Pau, puisqu'on a revu chez les images de nos amis de Canal. Simu Toga être remplacé par Slimani en fin de match. Un coaching évidemment tactique, sauf que Simu Toga n'était visiblement pas au parfum et c'est l'arbitre qui a dit si tu es blessé, tu dois sortir en rigolant. Donc effectivement, c'était vraiment risible. Alors mon flop, il s'adresse pas au staff clermontois, pas du tout, puisque tout le monde le fait. Ils auraient tort de se priver le règlement est ainsi fait que c'est pas nouveau pour la première ligne, pour les joueurs de première ligne, c'est quelque chose qui est pas nouveau, qui ne découle pas de la nouvelle règle. À la limite, ce que j'ai trouvé à la limite mieux là, c'est que ils se sont pas cachés, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de parce qu'on a vu des piliers sortir. On a l'impression qu'on les avait abattus. C'était pathétique. Là, c'était pas le cas. Au moins, on se cache plus. Non, ce que je trouve totalement intolérable, c'est qu'en France, on ait instauré ça. On est les seuls à instaurer ça sans avoir préparé qui que ce soit. Alors, je comprends l'idée de préserver l'intégrité physique des joueurs. C'est une très bonne chose. Mais du coup, au niveau international, là, on prépare pas du tout les joueurs à tenir 60-70 minutes sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est assez savoureux. Bernard Laporte qui demande que la Ligue mette de l'ordre et de la clarté dans cette règle. C'est quand même quand on sait comment y gérer le. Donc une règle qui a été instaurée à la va-vite, très clairement. Jeff, ton flop? Mon flop, c'est l'UBB. L'UBB, d'accord. Prochain adversaire de l'ASM. Exact. Excuse-moi, j'avais calculé mon coup. Non, alors c'est pas du tout pour minimiser la performance des Agenais de Mauricio Reggiardo et de Romain Briat. Mais je suis très déçu par le début de saison des Girondins. Il y a des moyens humains, il y a des moyens financiers, il y a un grand stade, il y a 25 000 spectateurs de moyenne par journée, mais je ne comprends pas ce qui marche pas. Chaque année, il y a quelque chose qui ne marche pas à l'UBB. Qu'il y avait un grand entraîneur. C'est peut-être de là que viennent les problèmes de l'UBB. J'ai rien non plus contre Roritic, que j'ai connu en tant que joueur et qui est quelqu'un d'éminemment sympathique et agréable, mais peut-être que le costume de manager d'un club qui veut se mêler aux meilleurs est peut-être un tout petit peu trop grand pour les épaules de Roritic, qui certainement sera un très bon entraîneur, mais qui est peut-être encore un peu jeune pour endosser autant de responsabilités. Voilà, donc c'est mon flop du week-end. C'est noté, ce podcast touche à sa fin, mais avant de nous quitter, comme promis, messieurs, place au quiz, c'est l'heure de jouer. Alors le principe, il est très simple, il y a les yeux qui brillent du côté de Jeff, vous devez deviner le nom d'ancien joueur de l'ASM. Alors le premier qui obtient deux bonnes réponses, Christophe Buron on rappelle, aucune chance. Deux bonnes réponses, eh bien vous gagnez le droit de vous faire payer à boire par vos camarades de jeu. C'est donc parti avec un premier. Je suis né le 30 mai 1972 à Béziers. J'évolue au poste de pilier. J'ai été formé à Béziers et j'ai joué 2 saisons à l'ASM entre 2003 et 2005. J'ai participé à 3 matchs du Grand Chelem du 15 de France en 1998. J'ai également porté le maillot du Stade Toulousain. Je suis Cédric Soulette. Le premier point est pour Christophe. La filière biterroise. Deuxième joueur à trouver. Je suis né le 14 juin 1960. J'ai joué en équipe de France de 1986 à 1991. J'ai évolué au poste de pilier ou de talonneur. Avec l'ASM, j'ai disputé la finale du championnat de France en 1994. J'ai également participé à la Coupe du Monde de rugby en 1991. Il est né en Ariège. Je suis Philippe Marocco.
Rocco. On l'embrasse, Effectivement. Oui. Bon, bah, c'est une victoire à plat de couture. Ah, bah écoute, non, mais je l'avais dit, face quand même à l'auteur du livre de l'abécédaire. du livre de référence sur Sauf tous que les je me joueurs. contente pas Vente dans toutes les bonnes librairies. et même Voilà. dans les mauvaises, je crois, parce qu'ils ne sont pas obligés d'avoir que des mauvais goûts. En fait, les gars, là, Fred et Jeff, vous voulez que Christophe vous paye un coup. Non, moi Ah je vais ouais, pas me non, contenter d'un c'est- café à la machine à café. par contre. C'était trop facile pour lui, c'était trop facile. Et d'ailleurs, Jeff, est-ce que Manu et Dédé, le supporter, la semaine dernière... Ah ouais, j'ai eu droit à mon cappuccino. Ah bon, c'est bon. Et il n'y en a pas un troisième, non? Non, il y en avait que deux aujourd'hui. Bah, c'est le premier qui arrive à 2. Ah, d'accord. La troisième, allez. T'aurais dû faire comme les All Blacks, Voilà, c'est ça. laisser gagner. Attends, un troisième. Alors, je suis né le 16 juin 1973 à Tulle. J'ai joué 7 saisons sous le maillot de l'ASM de 1993 à 2000. J'évolue au poste de 3e ligne. Je compte 14 sélections en équipe de France. Après l'ASM, j'ai signé à Castres où j'ai joué 2 saisons avant de prendre la direction de... Bon, Coste. Arnaud Coste. Bravo Oui, Arnaud Coste. oui, j'ai entamé une oui, carrière tu- de consultant pour Canal+. À demain, j'ai sauvé Je l'honneur. suis Moi, c'est Fred qui nous paye à boire. alors. Toujours dans les bons coups, ce Jeff. Voilà, en tout cas, l'épisode 2 du podcast Ici Montferrand est terminé. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives, sur notre page Facebook, notre compte Twitter @Montferrand ici, notre compte Instagram ici Montferrand point d'exclamation et notre chaîne YouTube. Merci messieurs, bonne semaine et à lundi prochain. Et puis on va passer un petit appel. Si vous êtes supporter de l'ASM et que vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur la page Facebook ici Montferrand. Messieurs, merci beaucoup. On mord pas. Non, très très sympa. Même si on crie fort dans le micro, pardon. Surtout toi. Merci messieurs Ça balance. et à lundi prochain. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao.